Donc, ce matin, on accueille en fait une présentation de Pascale Bédard, qui est professeure au département de sociologie à l'Université Laval. So Pascale comes from the Department of Sociology from the University Laval, which is in Quebec City. Pascale est membre du CELAT, qui est un de nos partenaires associés pour cet événement. Donc, elle est professeure en sociologie. Ses activités de recherche et d'enseignement s'inscrivent dans une réflexion générale autour de la signification sociale de la culture aujourd'hui, tant les pratiques culturelles, les contextes médiatiques, les sens et valeurs accordés aux dimensions culturelles de la vie sociale, les langues, les arts, l'image, les imaginaires sociaux notamment. Plus concrètement, son programme de recherche se déploie en ce moment. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a invité. On était on voyait les liens à faire. Donc, autour d'un projet sur les mondes des arts visuels au Québec, sur l'économie spécifique, sur l'évolution par rapport à la trame urbaine. Et donc, elle est membre du CELAT, mais elle est aussi membre du LASTT, je ne sais pas comment on le prononce, qui est le laboratoire Arts et Société, Terrain et Théorie à l'INRS. Donc, on est très heureux d'accueillir Pascale Bédard ce matin. Merci. Bonjour. Oui. Merci beaucoup, Carole. Merci, Thomas Bernard. Merci à vous pour cette invitation un peu déstabilisante quand même pour une sociologue dans un colloque en design. Alors, surtout que Carole m'a dit, tu pourrais faire l'introduction à caractère un peu plus théorique et tout. Alors, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être là ce matin parmi vous. Donc, quand j'ai commencé à réfléchir à cette proposition-là, est-ce que ça marche comme ça? Je vais avoir un peu plus de... Juste, ouais, pour pouvoir voir ma feuille en même temps. Bon, on va la voir. Comme ça va, hein? C'est correct, ça, vous m'entendez? Alors, des formations professionnelles de sociologue, quand j'ai commencé à penser à qu'est-ce que c'était un inventaire, je me suis rapportée à ma propre expérience. Alors, ça m'a ramenée... Dans ma vie d'adolescente, où je travaillais dans un magasin et où chaque année, évidemment, on faisait l'inventaire de ce magasin. Donc, contrairement au jour férié, le jour de l'inventaire est un jour où on ferme le magasin, où les employés sont là, libérés des clients, dans le but de faire l'inventaire du magasin, donc de documenter, de classer, de noter, de trier le stock. Tout ce qu'il y a dans le magasin. L'année commerciale se rythme donc ainsi d'un inventaire à l'autre. Et c'est un peu curieux parce que c'est un moment où cette activité commerciale, donc la course effrénée de l'échange, on pourrait dire, est suspendue dans ce moment-là où on tente de produire une espèce d'arrêt sur image dans ce flot continu d'activité. L'inventaire se tient donc dans une opération qui n'est pas celle de l'analyse, qui est celle où on arrête le temps, on arrête l'activité et on tente d'en avoir une image juste. Évidemment, l'ambition que porte l'inventaire est énorme, même un petit peu démesurée. On essaie de tout voir, de tout compter, de tout savoir, de rien laisser dehors de la connaissance. Il s'agit certainement de la forme extrême de la documentation, presque d'une hubris de la connaissance, d'un excès, d'une volonté d'excès, où on envisage d'abord la totalité comme un tout appréhensible, ce qui semble, d'une certaine façon, impossible. Bon, évidemment, certains inventaires sont possibles, la boutique, une œuvre publiée, on va y arriver, mais dans cette volonté de donner de cette réalité un portrait absolument descriptif, objectif, il y a quelque chose comme une ambition démesurée. À partir de ces premières considérations, deux questions vont guider ma réflexion aujourd'hui. Alors, comment l'inventaire peut-il, dans ce contexte, se faire vecteur d'invention, tant sa logique semble technique et objectivante? Deuxième question, que peut-il bien signifier le fait de produire l'inventaire d'une réalité mouvante,
comme celle de la ville ou de la culture visuelle. Qu'est-ce qu'on cherche à produire avec cette méthode? Alors, si on poursuit le fil de la question « Qu'est-ce qu'un inventaire? » Eh bien, on parvient inévitablement à des mots proches qui nous permettent d'essayer de comprendre. Je ne sais pas si... Ah oui. Collection, échantillon, répertoire, archive, atlas, on pourrait rajouter dictionnaire, index, encyclopédie, une espèce de champ lexical qui signifie, avec nuance, quelque chose comme un rapport à la documentation, c'est-à-dire un rapport d'investigation avec le réel. Mais, comme nous l'a bien fait remarquer une collègue hier dans l'exposé sur le fantasme odorifique, le réel se déploie absolument dans un espace perceptif, dans l'espace de la perception. Donc, devant le sujet qui l'observe, le réel que ce sujet cherche à documenter apparaît comme un chaos, un fatras, un enchevêtrement de formes, de relations, d'objets, d'affects, dans lequel il est absolument périlleux de délimiter des catégories, car c'est toujours au risque de voir ces catégories invalidées par les cas particuliers. L'inventaire s'appuie, me semble-t-il, sur une volonté de mettre de l'ordre dans ce fatras, d'arraisonner le chaos afin d'en extraire du sens. Il a donc pour fondamentale mission celle de la connaissance. Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce que c'est que ce monde qui se tient devant moi? Comment en faire sens? Ce qui nuance cependant la signification de chacune des notions proches du mot inventaire se tient dans la spécificité du sujet à l'égard de l'objet de la quête de connaissance. La collection s'attarde à récupérer toutes les occurrences d'un même objet, parfois dans un esprit un peu fétichiste. L'échantillon vise une sélection représentative, ou du moins exemplaire. Le répertoire, notamment par exemple celui du musicien, définit plutôt l'espace du connu, du maîtrisé, du compris. Quant à l'archive, il y aurait beaucoup à dire sur son rapport au temps et par ricochet à la position, voire à l'ambition historique de celui qui la constitue. Ainsi, l'inventaire ne se fait pas tout seul. Il se présente comme une opération, celle d'un sujet pensant qui cherche à dépasser l'état de la pure perception, de la contemplation ou de l'opinion devant le monde qui se présente à lui. L'inventaire n'est pas le reflet du monde. L'inventaire parle autant de ce qui l'inventorie que de celui qui inventorie. Car le hic, c'est que l'ambition de l'inventaire est vaine. Quiconque a déjà tenté l'expérience, et parlez-en à Carole, c'est que les limites pratiques, techniques, si ce n'est psychiques et culturelles de la documentation ont souvent au fait de faire capoter complètement le processus. Même si c'est lui que l'on cherche à raisonner, c'est toujours le foisonnement du réel qui a raison de l'inventaire. Bien sûr, il y a des inventaires possibles, mais il s'agit souvent de choses finies, une boutique, une œuvre publiée, de choses mortes en quelque sorte, de travail mort, dirait Marx. Au contraire, la ville, ses objets, ses formes, ses passages, ses habitants, leurs pratiques sont en mouvance, en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'invente l'inventaire? Il semble que ce qu'invente l'inventaire, c'est justement ce qui dépasse sa limite. C'est lorsque l'inventaire atteint sa limite qu'il peut se muter en tant qu'activité de l'esprit créateur en invention. Invention, inventaire, les deux mots ont la même racine latine. Invent, le fait de découvrir. Entre le chercheur et le monde se déploie le champ de l'action du sujet de la connaissance. Alors, l'inventaire est le fruit d'une tension entre deux désirs, deux aspirations qui se présentent comme des pôles fantasmatiques, celui d'arraisonner le monde chaotique et divers dans une objectivation positive totale et celui de reconstruire ce monde à son image personnelle dans un délire mégalomane qui rapproche ou raccroche le sujet avec l'origine du monde. C'est pourquoi j'ai identifié ici, comme élément déterminant dans ce processus de connaissance spécifique, deux dimensions subjectives essentielles, celle de la psyché, celle de l'imagination. Dans cette démarche de connaissance, le sujet se présente lui-même constitué d'une certaine forme d'inventaire, celui de ses expériences, de ses affects, de ses penchants, le répertoire de sa vie psychique, de son monde interne, comme disent les psychologues, et la communication intime entre ce répertoire subjectif et possiblement largement inconscient et l'objet, le monde qu'il cherche à connaître, produit inévitablement une combinaison unique. De là peut venir l'originalité de cette démarche de recherche, mais sans l'imagination, ce sujet connaissant serait condamné à errer dans ses propres sentiers battus, dans les sédiments de ses obsessions, sans possibilité de s'en échapper. Or,
la recherche produit du nouveau, invente. C'est l'imagination et particulièrement sa mise en route, comme dirait Hannah Arendt, dans le processus de recherche qui devient alors un processus de création qu'apparaît la possibilité de nouveauté. Alors, avant de répondre à ma question directement inscrite dans le titre, j'aimerais faire un petit détour par le travail fascinant d'Eby Warburg. Alors, M. Warburg est considéré comme un historien de l'art important, pionnier de l'iconologie. Vous en avez peut-être entendu parler, il est un petit peu à la mode ces temps-ci, peut-être parce que son travail résonne particulièrement bien avec notre époque. Personnellement, je trouve que les planches contact produites automatiquement par Google Images ont quelque chose qui ressemble un petit peu à l'intention qu'il avait avec ses planches photographiques composées par dizaines pour sa grande œuvre, l'Atlas Mnémosyne. J'y reviendrai. Ce travail n'est pas à proprement parler un inventaire, mais il est un bon exemple précisément du dépassement qui s'assume, de cette dialectique, de cette tension entre les pôles objectivistes et subjectivistes. Alors, c'est la meilleure image que j'ai trouvée, mais bon, on n'en voit pas tout à fait la richesse, mais vous voyez les planches photographiques qui sont des espèces de montages, finalement, tirés de documentation puisée dans l'histoire de l'art. Alors, l'Atlas Mnémosyne est une œuvre inachevée, possiblement inachevable, qui visait à retrouver au travers de toutes les images de l'histoire de l'art des rapports formels permettant d'éclairer des motifs récurrents, des modes de représentation évocateurs de sens qui survivent dans l'histoire de la culture au passage du temps. Telle posture du personnage qui exprime un affect, telle forme architecturale, telle organisation de l'image qui permettent de dégager du sens, mais dont la signification change à travers les époques, même si le motif, lui, est récurrent et demeure. C'est en deux mots là, qui ne rendent vraiment pas compte, qui rendent vraiment pas justice à la complexité de sa pensée, ce que Warburg a nommé les pathos formels, ou les formules de pathos, qui sont reconnaissables dans l'histoire de l'art par-delà les époques et les styles. Warburg a forgé aussi le concept de Denkraum, espace de pensée, pour tenter d'exprimer, avant Foucault et ses épistémés, ces espaces à la fois réels et idéels dans lesquels se tiennent les artistes, dans leur positionnement historique par rapport à l'archive générale, on pourrait dire, des images. L'héritage, la connaissance, l'horizon culturel, mais aussi la posture propre de l'artiste, sa position d'assomption ou de rejet à l'égard de la culture. De là, de cet espace de pensée, de ce Denkraum, peut se dégager le style, c'est-à-dire cette dimension personnelle, subjective et réflexive dans la création de nouvelles images. À travers ces deux formes conceptuelles que sont le pathos formel et le Denkraum, il me semble qu'on peut comprendre d'une façon assez superficielle, là, quand même, mais bon, utile à la brièveté de cet exposé, la visée centrale du travail d'Eby Warburg, remonter par la recherche foisonnante à travers un répertoire d'images à certaines formes fondamentales de la culture. En repérant des correspondances, en faisant monter à la surface, par la pratique de l'arrangement, du montage, des motifs récurrents et significatifs, des structures immanentes de notre être au monde. Rien de moins. C'est une ambition évidemment faramineuse, mais productive même dans sa réalisation partielle. Les conclusions du travail de Warburg, pourtant, ou du moins sa postérité, servent beaucoup plus de tremplin pour penser la méthode de recherche que son résultat. Alors, je reviens à ma question centrale. Qu'invente donc l'inventaire? C'est le concept d'hétérotopie qui cristallise ici ce que j'ai le plus envie de vous dire, à vous qui travaillez sur et dans la ville. Ce concept a été développé par Michel Foucault, comme vous le savez sans doute. Il s'agit d'un concept assez étrange, assez loin, selon les textes de Foucault où on peut en puiser la définition, de ce qu'on cherche parfois à en faire actuellement, c'est-à-dire une sorte de potentialité, le fun. L'hétérotopie, ce n'est pas tout à fait ça. C'est d'abord un vrai lieu, un véritable espace, une véritable situation spatiale incluse dans le tissu réel de la vie sociale et affective. J'ai mis la définition de Foucault, qui est tirée du texte où il en parle le plus. En fait, c'est épars, sinon dans le reste de son œuvre. Vous avez en anglais aussi. Alors, c'était lors d'une conférence qui ressemble un peu, sans vouloir tout à fait modestement
qui ressemble un peu à la situation. Là. Il est invité comme sociologue dans une présentation dans un colloque d'architectes. Donc, l'hétérotopie, c'est un vrai lieu, mais qui a une nature, un fonctionnement, une fonction qui la distingue de toutes les autres situations spatiales dans la ville. Alors, Foucault dit, ce sont parmi tous ces emplacements, certains d'entre eux ont la curieuse propriété d'être en rapport avec tous les autres emplacements, mais sur un mode tel qu'ils suspendent, neutralisent ou inversent l'ensemble des rapports qui se trouvent par eux désignés, reflétés ou réfléchis. L'inventaire urbain, en tant que mode de connaissance par la documentation, se mesure à un objet bien particulier. La ville, l'urbanité, le foisonnement, le chaos de la vie sociale. Je terminerai donc cet exposé en assumant pleinement ma posture sociologique. La difficulté qui guette la démarche documentaire dans la recherche sur la ville et qui en fait aussi sa force se tient certainement dans la tension entre les deux ambitions subjectivistes et objectivistes dont j'ai traité. Mais elle réside également dans une particularité de cet objet mouvant et constamment en transformation qu'est la ville. L'urbanité se meut par et se transforme dans l'action conjointe des collectivités, dans leur relation à leur environnement. Les dynamiques spécifiques dont elle est le théâtre, conflits, relations, reconnaissance, oubli, intégration, exclusion, pouvoir et domination, surpassent les possibilités de l'inventaire par leur diversité, leur complexité et l'entrelac de leurs influences. Ainsi, la méthode de l'inventaire ne permet pas de rendre compte de la qualité ou de la texture sociale de ce qu'elle répertorie. Mais cependant, si le chercheur assume son désir d'exhaustivité, reconnaît en lui sa pulsion objectivante, il devient possible, me semble-t-il, que l'inventaire permette la mise en lumière de ce que cette ambition laisse inévitablement de côté, dans sa marge. Il me semble aussi que l'inventaire positionné, conscient de l'espace de pensée dans lequel il se tient, peut faire voir les éléments hétérotopiques de la ville, ces lieux qui se distinguent de tous les autres par leur fonctionnement ou le mode de relation que nous avons avec eux. En cela, il recèle un potentiel critique certain, une faculté de mettre en lumière, au lieu de masquer, ces dynamiques sociales particulières qui contribuent à former les formes que l'inventaire cherche à ordonner. Le terrain vague, la halte routière, le bidonville, le camp de réfugiés, l'espace privé, la piquerie, le bordel sont des espaces troués, des lieux dont l'altérité fondamentale à l'égard des autres lieux n'apparaît qu'à celui qui en fait en quelque sorte l'inventaire. Howard Baker sociologue que j'aime beaucoup, proposait dans ses réflexions sur la méthode sociologique de produire une connaissance du social en commençant par des collections de faits, afin de découvrir ensuite, à partir de l'observation de cette collection et de ses caractéristiques, quelle était en fait la vraie question de recherche qu'on se posait au départ. Je suggère à sa suite que les méthodes de l'inventaire et de la documentation, particulièrement lorsqu'elles se confrontent à l'objet complexe de l'urbanité, peut conduire à la découverte de motifs, de correspondances, de récurrences, qui informent non seulement sur ce réel objectif et sur celui qui l'observe, mais aussi sur ce qui se cache derrière l'objectivité du réel et derrière celui qui l'observe, tout ça n'étant possiblement pas moins réel. Je vous remercie. Une belle journée d'échange à tous. Merci, Pascal. Est-ce qu'il y a des questions pour Pascal? Some precisions to bring maybe for our English speakers. Questions? Non, mais est-ce qu'il y a des commentaires? Moi, je peux me lancer, mais je trouve ça fascinant, en fait, le lien que tu proposes avec l'hétérotopie. Et puis, en fait, moi, je ne sais pas, c'est pas une question, c'est juste une réflexion par rapport à ça, mais tu mentionnes quelques exemples de travaux qui se penchent sur des cas concrets qui deviennent hétérotopies, en fait, pour lesquels les hétérotopies sont révélées par la personne qui fait l'inventaire. Et puis,
ma réflexion, en fait, c'était simplement que comment est-ce que nous, on pourrait interpréter ça quand on travaille, oui, sur des cas concrets, mais qui ne sont pas nécessairement, disons, on va dire, des hétérotopies, mais que le travail, en fait, d'invention mène vers une réalité qui serait, encore une réflexion de la société, mais seulement dans, disons, le travail de représentation. Je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel, en étant sociologue, peut-être c'est moins dans ton travail, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui avait fait partie de cette réflexion-là pour toi ou pour nous. Essayer quelque chose? Bien, deux choses. D'abord, l'hétérotopie, bien, la définition de Foucault est floue, hein, puis elle est un petit peu ambivalente, ambiguë. En tout cas, un peu comme plein de choses chez Foucault, on peut tout faire avec, en quelque sorte. C'est toujours un petit peu problématique. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est que ce qu'il identifie comme la caractéristique spécifique de l'hétérotopie, c'est en fait son fonctionnement. C'est un mode de relation. Puis, bon, finalement, on peut dire aussi la culture, c'est un mode de relation. C'est un mode de relation aux choses du monde, c'est un mode de relation. Qu'est-ce qui qualifie une culture par rapport à une autre? C'est pas tant les objets spécifiques et leur description. Si on parle d'art aussi, qu'est-ce qui fait qu'un objet est un objet d'art ou pas un objet d'art? C'est surtout notre mode de relation avec. Bon, Duchamp a travaillé beaucoup là-dessus, là, je ne vous apprends rien, mais donc cette catégorie du mode de relation devient très productive, je trouve, quand on pense aux objets dans la ville, parce que ça nous évite de faire de l'essentialisme et de dire, voici tel endroit, il fonctionne, tel endroit, il est ça. On est obligé de dire, tel endroit, il fonctionne comme ça. Il fonctionne ici, maintenant, comme ça. Bon, dans une présentation d'hier, je suis arrivée pendant, donc j'en ai juste senti la finale, mais il semblait être question de bâtiments qui changent à travers le temps, puis dont la fonction, justement, se transmute ou, en tout cas, évolue. Donc, il y a des lieux qui sont des hétérotopies à un moment donné de l'histoire, qui n'en sont plus après, puis qui peuvent en devenir simplement parce que, en tant que chercheurs, par exemple, on les mobilise comme ça. Puis là, bien, deviennent des hétérotopies. Dans la vie sociale, bien, peut-être pas. Peut-être que tout un chacun continue de fonctionner avec comme il fonctionnait toujours. Mais peut-être que dans l'espace de la recherche, ça devient un espace autre, quelque chose qui permet une ouverture dans l'enquête. Quand j'ai commencé à travailler sur le concept d'hétérotopie, il y a plusieurs années, je voyais l'art comme une possibilité d'hétérotopie, comme un lieu, le moment du rapport avec l'art ou avec la représentation, comme ce qu'on a ici, et je pense un moment hétérotopique, à caractère hétérotopique. Les dessins de Carole, pour moi, sont des espèces d'hétérotopie, là. On est devant une représentation d'un lieu, mais qui n'a plus, qui explose complètement, et sa fonction fonctionnelle, et c'est pas une représentation qui se veut illusionniste, là. On cherche pas à avoir un beau dessin du terrain vague, comme je l'ai vu, voici. On est ailleurs, là. On est dans une reconstruction qui reconstitue ce qui est représenté. C'est surtout le foisonnement, puis comme tu disais si bien hier, le fait qu'on ne peut plus voir qu'il y a du vide. C'est plus du vide qu'on voit. On voit du plein. Ou en fait, si moi j'y vais dans ma vie ordinaire, avec mon corps ordinaire, puis mon percept ordinaire, bien, je vais avoir l'impression d'être dans un terrain vide. Alors que le dessin que tu en as fait rend plutôt cet espace comme un espace plein de tout. Puis ça, je trouve que là, on est proche de ce qui se passe dans l'intention du fonctionnement hétérotopique. Bon, je pense que ça va être mieux de ne pas me poser d'autres questions, parce que ça ne finira plus. Merci. Est-ce qu'il y a un autre commentaire dans ça va? Merci beaucoup, Pascal. Bon colloque, bonne journée.